Bien, bonjour à tous. L'AJP reçoit aujourd'hui le député de la Savoie et président du groupe MoDem de l'Assemblée nationale, Patrick Mignola. Merci à vous, Patrick Mignola, d'être avec nous. Non, merci de votre invitation. C'est la première fois que vous allez vous livrer à cet exercice. C'est la première fois que notre association vous reçoit ici dans cette salle Empire. C'est aussi votre premier mandat à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu le 17 octobre dernier à la tête du groupe. Et tout le monde s'en souvient, pour remplacer Marc Fesneau, qui lui est parti au gouvernement en charge des relations avec le Parlement. C'est un avantage d'avoir Marc Fesneau aux relations au Parlement quand on est président de groupe du MoDem aujourd'hui? J'espère que c'est surtout un avantage pour le ministre des Relations avec le Parlement de pouvoir travailler assez sainement avec un des groupes de la majorité. Oui, puis c'est agréable parce que quand on peut construire parmi cet océan de néo-députés des liens personnels, et ils sont importants avec Marc depuis une vingtaine d'années, bah forcément ça facilite la vie, le travail, le positionnement des groupes dans la majorité. Et c'était finalement une belle marque de confiance de la part du président de la République de désigner Marc, à mon avis, parce que désigner quelqu'un issu du MoDem, de la plus petite famille politique au sein de la majorité, ça montrait qu'il avait confiance dans sa capacité à travailler avec tous. Avec le MoDem SEM, ça va de soi, ça va sans dire. Avec LREM également, mais aussi, je crois, à avoir cette capacité à travailler aussi avec les autres familles politiques de l'Assemblée nationale, parce qu'à période régulière, il faut être en capacité ici de construire des bases larges pour voter des textes d'intérêt général. Alors on va vous poser des questions bien sûr sur l'actualité, en commençant sans doute par l'actualité qui est juste devant nous. Il s'agit des élections européenne, mais aussi l'actualité parlementaire, bien entendu. On va préciser, comme d'habitude, que ce rendez-vous est en direct en ce moment sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis il y a un live tweet, comme d'habitude, qui est sur notre compte Twitter AgiParlement. C'est Stan Noyer qui va assurer ce live tweet aujourd'hui pour le compte de l'association et nous l'en remercions. Stan, merci à toi. Première question, c'est donc une question d'actualité. C'est Chantal Didier qui va vous la poser. Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, il paraît une affiche qui est, soi-disant, apparemment distribuée et affichée à 60 000 exemplaires. On y voit le président de la République qui dit aux Européennes, votez pour moi. En gros, si on résume, qu'est-ce que cela signifie que la liste officielle menée par Nathalie Loiseau est un peu à la peine, ou est-ce que le président est prêt à prendre tous les risques, y compris celui d'un éventuel désaveu? D'abord, ce n'est pas une grande nouveauté sous la Ve République de considérer qu'à l'occasion des élections européennes, la liste de la majorité soutient le président de la République et le président de la République, de son côté, réciproquement, soutient également la dite liste. L'affiche est quand même une nouveauté, comme ça. Oui, je crois néanmoins que ça montre, à la différence de ce qu'on a pu vivre par le passé, qu'aujourd'hui, l'Europe est assumée par la majorité comme une condition de la réussite du projet que nous portons pour la France. Et au fond, sans qu'il y ait de confusion entre les intérêts des uns et des autres, je crois fondamentalement que si nous ne réussissons pas à redonner à la France sa place en Europe, si nous laissons l'Europe s'autodétruire. Alors moi, je ne crois pas à une dramatisation où demain il y aurait, et je ne le souhaite évidemment pas, une grande vague populiste qui déferlerait sur le Parlement européen. Il y a un risque. On voit bien la volonté des uns et des autres de s'organiser et d'avoir une sorte d'international populiste en Europe. Moi, je crois plutôt au risque que chaque pays se délite et bascule dans des scénarios à l'italienne. Et moi, je ne souhaite pas ça pour mon pays. Je suis savoyard, je vois ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Et je ne souhaite pas qu'il y ait cette collusion, cette connexion entre les extrêmes de droite et de gauche qui, dans un réflexe de repli nationaliste, abîmerait l'Europe. Les ambitions macroniennes, les ambitions françaises, les conditions de la réussite du projet macroniste aujourd'hui en France, c'est la capacité à réussir la transition écologique. Ça ne pourra se faire qu'à l'échelon européen. À réussir à relever le défi de la réponse aux grandes migrations internationales, ça ne pourra se faire qu'à l'échelon européen. Et à résister à toutes
les plus-values et à tous les chantages en matière de commerce international. Ça ne peut se faire également qu'à l'échelon européen. Donc ce que nous avons entrepris ici, qui est de moderniser le pays, de lui redonner de l'optimisme dans un capitalisme mondialisé, c'est d'éviter que voilà, ce soit à chaque fois la loi du plus fort et la loi du plus grand qui s'impose au pays qui est la France. Oui. Jean-Christophe Lagarde, lui, il mène la liste UDI. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Jean-Christophe Lagarde, à 10 jours du scrutin? Vous lui dites, Jean-Christophe, viens avec nous, à 1,5%, tout ça sert à quoi? Ou vous lui dites rien? Je crois que dans une élection européenne, il faut faire quelque chose d'original, il faut parler d'Europe. Il ne faut pas parler des autres. Moi, j'appartiens à cette famille de pensée qui a toujours eu un engagement européen enthousiaste. Et si on pouvait un peu moins parler de nos concurrents... Mais lui aussi, il a un engagement européen enthousiaste. Il se dit même le plus fédéraliste de tous les candidats aujourd'hui. Et on se connaît depuis 20 ans avec Jean-Christophe, et j'ai du respect pour lui, comme pour tous nos autres concurrents au demeurant. Ouais. Mais je crois qu'on n'est pas dans un moment de commentaire sur la façon dont sont conduites les campagnes des uns et des autres. C'est bien si on peut être plusieurs à être européens dans cette élection européenne, mais ce que je pense avant tout, c'est qu'on a besoin de reparler d'Europe aux Français. Pourquoi on a besoin de construction européenne? Pourquoi on a besoin de lutter contre la destruction européenne qui est voulue par un certain nombre d'autres de nos concurrents? C'est parce que la culture qui est la nôtre, les valeurs qui sont les nôtres, le besoin de résister aux puissances qui sont à l'œuvre pour abîmer ce qu'on porte au plus profond de nous-mêmes, dans le cadre d'un capitalisme mondialisé, ça ne peut réussir qu'à l'échelon européen. Défendre notre culture, défendre nos valeurs, défendre nos projets, éviter de se faire imposer un modèle social par d'autres, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, ça passe nécessairement par le bouclier européen. Et cette vision-là, c'est une vision qui peut réconcilier le besoin de proximité, le besoin de racine, le besoin d'attachement. Je me sens profondément savoyard, profondément français. Et parce que je suis savoyard et français, j'ai besoin d'être européen. Parce que c'est comme ça qu'on protège ce que nous sommes. Et on n'explique pas suffisamment aux Français que l'Europe, c'est ce qui les protège le mieux. Et vous ne m'avez pas répondu pour savoir si vous regrettiez ou pas de voir Jean-Christophe Lagarde, pro-européen lui aussi, faire cavalier seul dans cette campagne européenne. Hein. Non, parce que vous avez le droit de me poser des questions et j'ai le droit de choisir mes réponses. Très bien. Eh bien, on va voir si vous allez continuer avec les questions qu'on vous posera dans la salle. Je peux rebondir. Oui, vous dites qu'il faut éviter la conjonction des extrêmes, mais justement, est-ce que le fait que le président de la République s'engage à ce point ne risque pas de favoriser la conjonction sur le vote contre Macron? Enfin, on le voit par cet élu de France Insoumise lyonnais qui, justement, appelle à voter Rassemblement national pour s'opposer au président de la République. Donc, votre choix n'est-il pas, justement, favorable à cette conjonction des extrêmes? Moi, je connais bien André Cotarac, puisque j'ai siégé avec lui à la région Rhône-Alpes. Il a été élu écologiste. Un an après, il est devenu insoumis. Et désormais, donc, il soutient le Rassemblement national. Je ne porte pas de jugement particulier sur la personne. J'ai quand même le sentiment que même quand il était insoumis, il était déjà contre Macron. Donc en réalité, c'est pas parce que le président de la République s'engage dans la campagne qu'il a tout d'un coup changé de crèmerie. Aujourd'hui, le président de la République prend un risque, bien sûr. Il pourrait rester tranquillement à l'Élysée, parce que lui est élu jusqu'en 2022, mais il considère qu'il doit s'engager dans cette campagne, parce que comme il l'avait fait lors de l'élection présidentielle, il assume notre besoin d'Europe. Moi, je crois qu'il faut plutôt le saluer que le craindre. Vous pouvez nous rappeler, juste pour mémoire, et si les sondages actuels disent vrai, combien d'élus MoDem vous pourriez voir espérer envoyer à Bruxelles à l'issue de ces élections? Il peut y en avoir 6 ou 7, parce que dans les 30 premiers, il y en a 6 ou 7. On ne s'est pas lancé dans un décompte d'apothicaire, pour dire les choses. Le but, c'était de pouvoir à la fois partager un projet avec LREM
Et s'il y a bien une convergence fondamentale entre La République En Marche et le mouvement démocrate, c'est forcément sur le sujet européen. Mais on a aussi voulu un grand rassemblement. C'est-à-dire qu'on a laissé de la place, pour dire les choses concrètement, à la fois à des personnes qui viennent d'Agir, de la droite modérée, des personnes qui viennent du Parti radical, et c'est bien de montrer cette volonté de rassemblement, puis aussi des personnes qui n'appartenaient pas particulièrement à une crèmerie, mais qui avaient une valeur personnelle et qui pourraient avoir demain une plus-value à l'échelon du Parlement européen. Bah, c'est bien de faire des listes comme ça. Ça ressemble un peu à ce qu'on est capable de faire parfois dans une élection municipale. Renoncer un peu à ses intérêts propres pour que d'autres puissent nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette campagne européenne et cette fin de campagne européenne? François Gervais, Horizon Politique, oui, je voudrais revenir sur l'immigration. Il y a 2 jours, Nathalie Loiseau s'est félicitée dans une interview à CNews, je crois, qu'en Italie, l'Italie avait divisé par 10 entre 2015 et 2017 le nombre de migrants qui étaient venus dans ce pays. Donc vous dites, vous, que ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Mais en Italie, ça s'est fait. Aujourd'hui, vous faites pas un décompte européen, vous faites un décompte national. Donc en effet, vous regardez le nombre de migrants qui arrivent par pays européen. Et l'Italie a beaucoup souffert, a été en difficulté parce qu'elle était la première concernée. Mais si le nombre de migrants a baissé, vous l'avez constaté, c'est parce que statistiquement, il a baissé sur l'ensemble du bassin euro-méditerranéen. Parce que les graves crises, les guerres, qui avaient rejeté toute une partie de la population en danger sur les côtes du Machrek, heureusement se sont calmées. Pour autant, le problème de fond n'est pas réglé. Parce que tant qu'on aura des législations de l'immigration qui sont différentes d'un pays à l'autre, que la politique des quotas de réfugiés, c'est un très vilain mot, sera différente parce que en Suède, vous pouvez vous accepter 78% d'Afghans parmi l'ensemble des réfugiés, alors qu'en France, vous n'en acceptez que 24%. Que vous n'avez pas le même processus d'instruction du dossier avec l'Office national des réfugiés selon les pays européens. Vous vous retrouvez d'abord dans un message européen qui est complètement différencié selon les pays, et puis vous avez, pour ceux qui veulent utiliser la situation à notre détriment, et la plupart du temps surtout au détriment humain des populations concernées, vous avez la possibilité de passer d'un pays à l'autre et faire des arbitrages. Ce qui est le pire, si on veut bien se placer dans une perspective respectueuse de la personne humaine. Comment on peut autoriser, quand on est l'Europe, les passeurs à faire des arbitrages entre les législations nationales? Ça, c'est pas digne de nous. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Demain, il faudra des gardes-côtes européens. Demain, il faudra des hotspots européens dans les pays d'émigration. Mais surtout, il faudra qu'on partage une vision commune sur ce que sont les réfugiés. Et c'est notre honneur que de faire vivre un droit d'asile européen. Et puis je crois qu'aussi, il faudra réfléchir à ce que sont des quotas de migrants économiques. C'est pas populaire ce que je dis là, mais ça paraît une évidence. Parce que si on considère que, y compris l'immigration économique, n'existe pas et qu'elle est interdite, en faisant la politique de l'autruche, en se mettant la tête dans le sable, finalement, on ne fera que provoquer et nourrir l'immigration irrégulière. Il faut affronter les problèmes pour les régler. Je vous propose de passer en revue un certain nombre de dossiers, pour essayer d'estimer ensemble, finalement, ce que pèse le MoDem et en quoi le MoDem pèse sur des décisions gouvernementales, des annonces présidentielles. Alors commençons peut-être par les annonces présidentielles, celles qui sont censées résoudre en grande partie la crise des Gilets jaunes. C'est vrai que le président de la République a annoncé une panoplie de mesures. Parmi ces mesures, est-ce qu'il y en a une, peut-être deux, auxquelles le MoDem était particulièrement attaché, et d'une certaine manière, est-ce que vous revendiquez au MoDem une des mesures qui a été annoncée par le chef de l'État pour tenter de résoudre cette crise? D'abord, on ne revendique rien sur ce que dit le chef de l'État. On le soutient dans une période où il faut redonner de l'espoir à ce pays. On y viendra, mais enfin, vous revendiquez par exemple la proportionnelle, quand on va parler de la réforme constitutionnelle à venir. Moi, je vous suis demandez très des heureux. choses,
Très heureux d'avoir retrouvé dans le propos du président de la République une mesure qu'on avait portée à l'Assemblée nationale au moment de l'augmentation de la CSG pour les retraités. Nous, on avait fait une proposition modeste, c'était que l'augmentation de la CSG se fasse progressivement et avec une pente assez douce. Et quand je dis que c'était modeste, c'est parce que de 1 300 à 1 600 euros, on souhaitait que la CSG augmente doucement pour qu'il n'y ait pas un effet cliquet très compliqué, parce que nous étions de ceux qui considéraient que les retraités à 1 300 euros par mois n'étaient pas des nantis. Le président de la République a fait un choix qui allait au-delà de ce qu'on avait souhaité à l'époque, puisqu'il a fait un choix de lui de fixer la barre à 2 000 euros. Je crois que c'est heureux, parce que dans ce pays assez démoralisé, il faut pouvoir réconcilier. Il faut réconcilier les personnes en fonction de leur situation sociale différente et réconcilier aussi les générations. Il ne faut pas qu'on les affronte les unes aux autres. Enfin, aujourd'hui, on a une croissance qui, pour la première fois depuis bien longtemps, est supérieure à celle de la zone euro. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait parié, hein? On a un chômage qui baisse et qui revient à ses niveaux d'il y a 12 ou 13 ans. On a un des plus bas taux de pauvreté de l'Union européenne. C'est des éléments objectifs, et malgré ces éléments objectifs, on ne dit pas que c'est tout grâce à nous, parce qu'on n'est pas des démagogues, mais on pense quand même y avoir contribué un petit peu. Malgré ces éléments objectifs, ces feux entre l'orange et le vert, finalement il y a une forme de démoralisation dans le pays. Et donc au-delà de la réussite économique qu'on souhaite impulser dans le pays, cette conscience sociale, cette volonté de travailler à un projet commun et à réconcilier le pays à la fois avec ses élus et puis à réconcilier les Français entre eux, je pense que c'est une vraie démarche. Donc, puis les Français le pouvoir, parce que vous dites on a effectivement un certain nombre de critères qui sont assez positifs sur le plan économique, mais on a aussi les gilets jaunes. Et on a cette crise sociale latente qui existe toujours d'ailleurs. Samedi prochain, on devrait à nouveau les revoir, j'imagine, dans les grandes villes françaises, peut-être même en Savoie. Les gilets jaunes en Savoie, c'est fini non, il y en a encore un peu le samedi. Alors, c'est quelques dizaines de personnes, mais au fond, je respecte une chose. C'est que d'abord, ça a été un signal, ça a été un symptôme très fort d'abord que dans ce pays, on paye trop d'impôts. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'au fond, même s'il n'y a jamais eu 45 millions de Français dans la rue, il y avait un soutien de 80% de la population française à cette démarche-là. C'était ensuite un symptôme d'une France oubliée, c'est-à-dire la France qui travaille et qui s'en sort pas, et qui, je l'ajoute quand même, parce que j'ai été élu local et de temps en temps je pense qu'on n'est pas assez courageux quand on est élu local, une France qu'on a rejetée à l'hyper-périphérie des villes. Parce qu'à force de ne pas vouloir densifier les villes, organiser l'urbanisme des villes, parce que c'est évidemment toujours embêtant de construire un immeuble dans une commune parce que ça embête le voisin, on les a repoussés à 10 km, à 20 km, à 25 km. Donc finalement, on les a condamnés à travailler mais à payer beaucoup de fiscalité, et on les a condamnés en plus à prendre la bagnole tous les jours. Ça, c'est des signaux importants. Puis il y a un troisième signal, et c'est probablement ce qui fait qu'il y a encore des personnes qui se réunissent le samedi matin sur la place du marché à Chambéry, c'est qu'il y avait une grande solitude et qu'ils ont recréé des liens sociaux. Donc moi, je ne leur dis pas de rentrer chez eux. Dire s'ils ont recréé des liens, qu'ils les revivent ainsi. Après tout, c'est pas plus bête de mettre des gilets jaunes et de se retrouver sur la place du marché à Chambéry que de devoir créer du lien social en allant au supermarché le samedi. Question sur votre droite. Nicolas Prissette, éditorialiste au BFM TV. Je voudrais revenir sur la sortie du grand débat, et Jean-Pierre l'a rappelé, ça s'est traduit par des mesures du président de la République, une panoplie de mesures, beaucoup d'ordre technique, bienvenue sans doute pour les gens qui sont directement concernés, quelques mesures structurelles. On a entendu François Bayrou qualifier cette sortie du grand débat de révolution. Or, on constate quand même pas que ça ait créé un effet de souffle, ça ait créé de dynamique politique spécifique. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu davantage d'emphase de la part du président de la République et davantage de vision politique avec un grand P lors de sa sortie du grand débat, vision qu'on a moins entendue, pour dire les choses simplement, que la litanie des mesures techniques? Merci. Il y avait besoin de mesures techniques.
Parce qu'il y avait besoin de réponses concrètes, et moi je me réjouis au moins d'ailleurs qu'elles aient été bien reçues. Il y avait besoin de mesures de pouvoir d'achat, il y avait besoin de mesures sociales. C'est quand même formidable qu'après 2 années de ce quinquennat, on soit en capacité d'octroyer quasiment un 13e mois pour un certain nombre de Français qui travaillent, parce que c'est ça que ça signifie. Pour autant, vous avez raison, il n'y a pas eu un effet de souffle formidable, parce que ça fait tellement longtemps que les politiques au sens large sont discréditées dans ce pays. C'était pas à travers un discours et une annonce que tout d'un coup on allait changer la vie et qu'on allait regagner de la confiance. Mais là où François Bayrou a eu raison de parler de révolution, c'est qu'on a remis aussi tout ça en perspective. La France, c'est le pays de l'égalité. Il faut qu'on lui redonne sens. Pas l'égalité pour que tout le monde, quel que soit son effort ou quel que soit son mérite, ait la même égalité matérielle. Je crois que le beau mot d'égalité a été abîmé par toute une partie de la gauche dans ce pays pendant des années, qui était trop attachée à l'égalitarisme. Mais c'est de pouvoir se dire, c'est pas toujours la loi du plus fort qui décide. Or, quand on travaille dans ce pays, même si on a une augmentation, même si on gagne un peu mieux sa vie, même s'il y a de nouveaux transferts sociaux, parce que le président de la République et le gouvernement l'ont décidé, on a quand même le sentiment qu'il y en a toujours d'autres qui en profitent un peu plus. Quand l'agriculteur travaille, même si sa situation est meilleure, elle est encore meilleure pour le grand distributeur. Quand l'ouvrier travaille, il a quand même le sentiment que ce sont les grands actionnaires du CAC 40 qui en bénéficient. Quand les journalistes travaillent, souvent c'est Google et Facebook qui vendent leurs articles sur Internet et qui en bénéficient également. Et donc cet effet où finalement une grande partie de son effort personnel bénéficie systématiquement à plus grand que nous, cette application systématique de la loi du plus fort, je pense que c'est ce qui va exactement à l'encontre de l'idée d'égalité dans notre pays. Et d'être capable de dire, voilà, ce qu'on veut demain, c'est que chacun soit rémunéré selon son effort, à hauteur de son mérite, en respectant son travail, et pas que systématiquement la loi du plus fort s'applique, la loi du plus grand capte la valeur que vous avez créée. Je crois que c'est un projet de société qui est assez original pour la France et pour l'Europe, et qui n'est pas partagé par nos concurrents dans le monde. Question juste en face de vous. Bon, Hervé Favre, Voix du Nord. Je reviens au catalogue, aux mesures techniques annoncées par le président. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette liste des oublis pour vous, des mesures que vous auriez souhaité voir adoptées et qui n'y figurent pas? Et je pense notamment, alors peut-être aux 80 km/h qui ont quand même été un ferment de cette contestation et sur lequel, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que la mesure va devenir. Si, parce que vous avez la loi sur les transports qui va arriver. Bon. Donc, je suis de ceux qui poussent l'idée, effectivement, qu'il faut plutôt confier ça à la responsabilité des présidents de département, ce qui était une demande assez forte. Parce que je pense qu'au fond, c'est une polémique un peu vaine, tout ça. Moi, j'ai été élu local, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, j'ai été conseiller régional, j'ai eu en charge les questions de sécurité et de transport. Quand un élu local subit sur sa commune un accident sur un passage à niveau, pour un mort, il demande à fermer le passage à niveau. Et bien, considérer que les élus locaux décideront mieux que le gouvernement pour savoir si on met une route de 80 à 90 ou de 90 à 80, ben moi je vous prends le pari qu'au premier mort, on descendra tous à 80. Et au deuxième, on descend à 60 ? Non, parce que vous savez, ce que je pense, c'est qu'en matière de sécurité routière, c'est pas très français. C'est même insupportable pour un Français de considérer que c'est les autres qui décident pour nous, mais que malgré tout, statistiquement, à chaque fois que vous baissez de 10 km/h la vitesse, vous gagnez 13 mètres. Et 13 mètres de frein, c'est parfois la différence entre la vie et la mort d'un enfant. Voilà, c'est très simple.
Moi, je n'ai pas toujours été un très bon conducteur. De temps en temps, je suis allé faire des stages de récupération de points de permis. Quand vous sortez d'un stage de récupération de points de permis, vous comprenez assez bien de quoi le Premier ministre voulait parler. Alors après, on peut les polémiquer sur le sujet, mais moi, je ne le fais pas. Au-delà de la polémique, mais en fait, la réaction sur les 80 km/h, c'est peut-être aussi... bon, on a parlé du ras-le-bol fiscal, enfin, pour les impôts, mais il y a aussi un ras-le-bol sur les normes. Je veux dire, vous dites que la France était le pays de l'égalité, elle était le pays de la liberté, et on a le sentiment qu'elle n'est plus le pays de la liberté. Il y a tellement de normes, d'ailleurs on ne sait même plus si on a le droit ou pas le droit de le faire des choses. Alors ça, vous avez raison. Il faut qu'on réinvente une liberté locale. Et je souhaite ardemment que dans la révision constitutionnelle qui va revenir, on puisse parler de différenciation, parce que ça a l'air d'être un mot un peu techno, mais d'être en capacité d'appliquer des normes, d'appliquer une organisation territoriale qui est différente selon les territoires. Je pense que ça peut changer énormément de choses dans la vie de notre pays. La République est une et indivisible, ce n'est pas pour autant qu'elle doit être uniforme. Et donc il ne s'agit pas de dire que demain, on doit vivre sans règles, sans normes et dans une forme de jungle nouvelle. Mais qu'en revanche, on considère que la loi n'est pas applicable de la même façon quand on est dans le centre de Paris et dans les montagnes de Savoie, on redonne un peu la clé aux élus locaux. On leur donne aussi une énorme responsabilité, c'est un peu ce que je disais sur les 80 km/h. Après, il faut prendre ses responsabilités. Mais le fait de pouvoir remettre de l'oxygène et de dire aux gens qu'on ne décide pas tout avec la loi NOTRe sur l'organisation des collectivités locales, qu'on ne décide pas tout en matière de modulation fiscale, qu'on ne décide pas tout en matière d'application des règles d'urbanisme, des règles de sécurité routière, c'est plutôt une avancée. On va passer le micro à notre confrère qui se trouve sur votre gauche. Bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous êtes président d'un groupe. Est-ce que vous diriez que, à partir de maintenant, les députés vont mieux se faire entendre? Alors, je prends 4 exemples. Il y a eu vos propositions de loi, il y a le règlement du président de l'Assemblée nationale, il y a le contrôle budgétaire qui arrive. Alors, ce n'est pas du même ordre, mais je le cite aussi. Vous avez tout de même né ici un référendum à propos d'une privatisation. Alors, comment vous analysez tout ça? Je pense que le rôle député doit vraiment évoluer. D'abord parce qu'on ne cumule plus de mandats avec des mandats locaux, et je crois que c'est heureux. Parce que je faisais référence à la loi NOTRe à l'instant. La loi NOTRe, c'est la loi qui a mis le plus de migraines aux maires sur le terrain. Et pourtant, elle avait été votée à l'Assemblée et au Sénat par des parlementaires qui cumulaient des mandats locaux. Donc il y avait une forme de schizophrénie un peu maladroite. Mais le fait de ne plus avoir de mandats locaux doit nous obliger à réinventer le rôle du député. Et vous avez raison dans ce que vous citez. Faire la loi, contrôler le gouvernement. On doit aussi inventer notre rôle en matière de démocratie participative, c'est-à-dire le lien direct, puisque c'est plus celui qu'on a dans sa mairie, le lien direct permanent qu'on doit avoir avec nos concitoyens. Et je dirais pas c'est une démocratie interactive plus que participative, ça on doit l'inventer. Et puis il y a une chose qu'il faut faire, qui fait partie du contrôle du gouvernement, c'est le contrôle de l'application de la loi. Moi je suis révolté que les lois qu'on a votées depuis 2 ans ne soient pas appliquées. Qu'elles ne soient pas appliquées parce que la barémisation n'est pas mise en place dans tous les tribunaux de prud'homme. On pouvait être contre, on pouvait être pour, mais une fois que la loi est votée, on vit en démocratie, il faut bien qu'elle soit appliquée. Pourquoi certains, et en plus dans des tribunaux, se permettent de ne pas appliquer la loi? Vous prenez la loi sur le droit à l'erreur. Elle est appliquée de façon très différenciée d'un département à l'autre et d'une direction de l'URSSAF ou des finances publiques à l'autre. Je pense que c'est un tort. Vous prenez la loi sur l'apprentissage. Il y a certains centres de formation d'apprentis qui l'utilisent pleinement, il y en a d'autres qui le font très peu. Et la plupart du temps, et c'est un chef d'entreprise qui vous le dit, de la faute même des chefs d'entreprise, qui quand on va leur rendre visite, nous expliquent que quand même, il faudrait faire une réforme de l'apprentissage, parce qu'ils ont juste oublié de l'avoir lu. Bon, alors, tout ça,
C'est parce qu'ils sont un peu paresseux, moi je peux me permettre de le dire. On a le nez dans le guidon, quand on est entrepreneur, on ne regarde pas les choses. Bon, il faut quand même qu'on se mette au boulot, il ne faudrait pas que ce soit les entreprises qui soient les dernières à appliquer les lois qui les concernent. Mais au-delà de ça, c'est aussi la faute des parlementaires. Parce que les néo-députés, aujourd'hui, qui n'ont plus besoin de s'occuper d'un département, d'une région ou d'une mairie, il faut qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils aillent convaincre les syndicats de salariés, les représentants des organisations professionnelles, de mettre en œuvre ce qui doit être ce grand changement. Parce qu'au fond, un des discrédits dont je parlais tout à l'heure des politiques, c'est ça aussi. C'est qu'on vote des trucs ici, puis ça ne se met jamais en place sur le terrain. Alors on donne l'impression de siéger jour et nuit, et pour arriver à quoi? À voter à 45 à 4 heures du matin, un truc qui de toute façon sera jamais mis en place. Bon, le vrai rôle du parlementaire, c'est celui-là. Et moi je ne crains pas qu'on soit débordé par tel ou tel référendum. Je trouve ça effectivement pas très heureux qu'on se donne la possibilité demain, entre le moment où on vote une loi et le moment où on la promulgue, de provoquer des référendums d'initiative partagée, sauf à considérer que ceux qui prennent ces initiatives n'espèrent plus avoir le pouvoir un jour. Parce que c'est juste organiser le blocage. La réforme du règlement, elle a été évoquée ici, qui sera présentée, qui a déjà été présentée par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui va être débattue à l'Assemblée nationale et normalement mise en œuvre dès le début de la session ordinaire. C'est comme ça, en tout cas, qu'on a compris le calendrier. Vous y avez été associé en tant que président de groupe. Est-ce que le compte y est aux yeux du MoDem? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous souhaitiez dans le cadre de cette réforme du règlement de l'Assemblée nationale? Oui, ça prend un bon chemin. Un chemin de rationalisation, d'amélioration du débat. On avait deux soucis. D'abord, ce qu'on fait ici, personne n'y comprend rien. Parce que quand vous entamez la discussion d'une loi, mais qu'en réalité vous commencez le premier article au bout d'une journée et demie, je ne connais pas, chez mes concitoyennes et mes concitoyens en Savoie, de gens qui supportent de regarder la télévision pendant 72 heures pour avoir une réponse à leur vie quotidienne. Bon. Donc il va bien quand même falloir un peu changer ce système. Ensuite, je crois que c'est intéressant d'avoir trouvé un nouvel équilibre entre les droits de l'opposition et les droits de la majorité. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un système binaire où c'est un tic-tac droite-gauche avec une majorité et une opposition, les choses sont assez claires. On est dans un système multipolaire et chouette qu'il le soit plus encore grâce à la proportionnelle. Dans ces conditions, dès lors qu'il y a plusieurs minorités, il faut qu'elles puissent toutes s'exprimer. Et donc l'objectif de faire mieux travailler, de rendre les débats un peu plus concis, un peu plus nerveux, et de proposer à l'opposition d'avoir plus de place, je pense que c'est la bonne démarche. Moi, j'ai fait une proposition aussi, c'est qu'on puisse, au terme du vote de ce règlement intérieur, s'il est mieux appliqué, si on est mieux organisé, et si ce Parlement est plus fort, parce que c'est ça que ça veut dire, je voudrais qu'on supprime les séances de nuit ici. C'est pas que j'aime pas bosser la nuit, c'est plutôt marrant. Mais j'ai l'habitude de dire dans mon entreprise que si on fait trop d'heures sup et qu'on est obligé de travailler la nuit, c'est qu'on est mal organisé. Nous en sommes un bel exemple. Parce que ça ne travaille pas beaucoup le matin, ça travaille un peu l'après-midi, mais ça travaille surtout la nuit. Et ça donne l'impression à nos concitoyens qu'on essaye nuitamment, dans leur dos, de voter des trucs qui leur sont défavorables. Donc si on pouvait revenir à une organisation normale, la vie courante de toutes les entreprises, de toutes les associations, de tous les Français, où on travaille bien plus la journée, de façon bien mieux organisée, qu'on ne travaille pas la nuit parce que ça sert à dormir et à réfléchir, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale et donc vous avez découvert ce qu'étaient les questions au gouvernement de l'intérieur. Cette réforme va porter en grande partie d'ailleurs sur les questions au gouvernement. Là, il y aura un vrai changement, 2 heures tous les mardis probablement, avec un droit de réplique qui sera géré dans les 2 minutes imparties. Ça vous paraît intéressant, constructif dans le cadre de ce que vous avez observé depuis le début de cette législature? Oui, je pense que c'est bien qu'on améliore le système des questions au gouvernement pour que ça ne devienne pas seulement un théâtre d'agité.
c'est désespérant que nos concitoyens ne voient de ce que nous faisons la plupart du temps que les attitudes déplorables qui peuvent être celles des uns ou des autres lors des questions d'actualité. Je trouve que c'est bien d'en donner plus à l'opposition, avec une réserve néanmoins, c'est que si on veut améliorer la vie du Parlement, il faut que les oppositions acceptent de le faire. Et moi, je veux bien, en tant que président de groupe de la majorité, renoncer à un certain nombre de droits de questionner le gouvernement pour mes députés, mais si et seulement si l'opposition accepte des responsabilités de parler un peu moins longtemps en discussion générale préalable à l'étude des lois, ou de multiplication des motions de rejet ou de renvoi en commission. Parce que, voilà, des droits, c'est des devoirs, et ce qui vaut pour nos concitoyens vaut aussi pour les députés. Question sur votre droite. Jacques Hébert, indépendant. Il se dit beaucoup que François Bayrou est un visiteur régulier d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, est-ce que vous pouvez nous le confirmer et peut-être nous en dire plus? Moi, je suis un visiteur régulier de François Bayrou. Et je sais qu'il refuse catégoriquement de s'exprimer sur ce sujet. Et donc, je respecte ça fondamentalement. Et donc, vous en tirez les conséquences que vous souhaitez. Question juste en face de vous, sur votre droite, pardon. Pascal Amérique, indépendante. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur ceux qui contestent la privatisation de l'aéroport de Roissy. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous disiez, et ceux-là n'arriveront pas au pouvoir, ou je n'ai pas très bien compris. Paris, hein, aéroport de Paris. ADP. Oui, ADP. Je voudrais savoir ce que vous en pensez vraiment. François Bayrou était le premier à contester, et on s'en souvient encore, la privatisation des autoroutes. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui interpelle les Français, qui compte pour eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord sur la forme. Qu'est-ce que j'ai voulu dire tout à l'heure? Je suis très surpris de l'alliance des carpes et des lapins, où on retrouve à la fois les républicains aux côtés des insoumis et des communistes pour provoquer un référendum d'initiative partagée. J'ai connu un temps où le RPR, dès qu'il sentait que l'un d'eux ou l'un de ses alliés, j'étais à l'UDF par le passé, dès qu'il se rapprochait un peu des socialistes, il était voué aux gémonies. Là, je constate qu'il y a une vraie évolution de la droite française, qui à la fois se droitise, mais en même temps passe des pactes avec les communistes. Ce que je trouve assez grave, c'est que dès lors que la loi est votée, lorsqu'on profite des quelques semaines avant sa promulgation pour aller chercher un référendum d'initiative partagée, ici nous sommes à l'Assemblée nationale, nous représentons le peuple français, ça peut demain faire tomber toutes les lois à venir. Et donc si vous avez une formule où vous considérez finalement qu'à chaque fois que les députés votent la loi, il faut ensuite n'en faire une promulgation que par référendum devant les Français, je pense qu'on va au-devant d'un certain nombre de déconvenus. Après, sur le fond, sur ADP. La privatisation des autoroutes était une connerie. Tout le monde l'a reconnu. Alors c'est plus facile à dire d'ailleurs après qu'avant, parce qu'en fait on s'est rendu compte que l'État aurait beaucoup plus gagné à conserver les autoroutes qu'à les concéder. S'agissant des aéroports, je voudrais observer deux choses. La première, il y a une différence entre les autoroutes et les avions. C'est presque une tautologie de le dire, mais les collectivités et l'État savent gérer des routes, savent gérer des autoroutes. Elles savent moins gérer des aéroports. Parce que souvent, l'État est un mauvais actionnaire dans un aéroport. Le trafic aérien, c'est l'activité économique qui se développe le plus dans le monde et qui se développera le plus dans le monde probablement dans les 20 ans qui viennent. Il y a donc besoin d'énormément investir pour mettre les aéroports au niveau. Parce que, je n'ai pas de critique particulière à faire à ADP, mais en tout cas, je vois bien que dans les classements internationaux, ce n'est pas les mieux placés en termes de services. Pourquoi? Parce que l'État, souvent, quand il a besoin de moyens, quand il est un peu désargenté, il se comporte en mauvais actionnaire au sens où il pense un peu plus à ses dividendes année après année qu'à investir pour que l'aéroport ne se développe. Et c'est assez logique. Les représentants de l'État dans un tour de table, ils vont se comporter en actionnaires intéressés plutôt qu'en investisseurs de long terme.
Donc lorsque j'ai eu à participer par exemple à l'ouverture du capital de l'aéroport de Lyon, d'abord on a tiré les conséquences de ce qui avait été mal fait dans le cahier des charges à Toulouse. On avait vu arriver un investisseur chinois qui s'était mal comporté. Ensuite on a fait rentrer les collectivités locales pour que l'aménagement du territoire soit pris en considération. Mais en revanche, en voyant arriver un certain nombre d'investisseurs privés, on s'est rendu compte en fait que le plan d'investissement à 5 ans était supérieur que quand l'État était au capital. Donc c'est un très beau sujet au fond qu'on aura devant les Français. Moi je m'en réjouis. Mais je suis prêt à assumer de dire que l'État actionnaire est parfois un actionnaire trop cupide pour préparer le long terme lorsque on dirige un aéroport. Quand on compare l'état des routes à l'état des autoroutes, on pourrait aboutir à une conclusion un peu pareille. Hein. Et on nous annonce une nouvelle réforme constitutionnelle, puisque la dernière qui avait été commencée s'était achevée à l'article 2, ici à l'Assemblée nationale, tout le monde s'en souvient, en juillet dernier. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans la réforme constitutionnelle qu'on va vous proposer de débattre alors probablement ça sera en septembre prochain, peut-être à l'occasion de la session extraordinaire. En tout cas en commission, ça sera dès le mois de juillet, commission spéciale très probablement, comme ça avait été le cas pour le premier examen de cette loi constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans cette loi constitutionnelle? On a envie de dire aussi tout ça pour ça, parce qu'il y a eu beaucoup de travail déjà qui a été effectué autour de ce texte il y a maintenant 1 an. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau dans cette réforme, selon vous? Richard Ferrand et Marc Fesneau avaient déjà beaucoup avancé, et avancé d'ailleurs de façon très partagée et respectueuse avec les autres familles politiques sur ce sujet. Je crois que ce que les Français doivent trouver dans une révision constitutionnelle, c'est 2 idées très fortes. C'est comment on organise mieux l'association des citoyens à la décision, et donc comment on simplifie et on assouplit les possibilités du référendum d'initiative partagée, tout en pariant effectivement sur la responsabilité des parlementaires ultérieurs, on peut toujours parier. Et puis, un deuxième élément, qui est celui de la différenciation territoriale dont je parlais tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, sans faire référence à une différenciation territoriale dans la Constitution, rien ne sera possible dans les collectivités locales. Ce qui vaut pour la Corse et l'Outre-mer et qui peut encore être amélioré aujourd'hui, doit valoir pour toutes les autres régions. Sinon, on aura la même difficulté qu'avec l'Alsace, où on est obligé de contourner la loi constitutionnelle, alors que c'est évidemment pas l'objectif, pour qu'on s'adapte mieux aux réalités locales. Si on est capable de mettre plus de participation et plus d'interaction avec nos concitoyens d'un côté, et de l'autre, plus de liberté d'organisation des collectivités, on aura abouti à quelque chose. C'est pour ça que, pour dire les choses assez franchement, je pense que il faut qu'on soit très attentif à ne pas multiplier les amendements et les propositions sur telle ou telle référence dans la Constitution. Il y a eu des débats très intéressants sur tout ce qu'il fallait faire figurer dans la Constitution. Je pense que si déjà on y met participation et différenciation, on aura bien avancé. Et sur la proportionnelle, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle devrait être introduite à l'occasion d'une loi ordinaire, hein, si on suit le même schéma que celui qui nous avait été annoncé il y a là encore 1 an. Cette fois-ci, vous la mettez où, la barre de la proportionnelle pour les élections législatives? Nous, on a toujours été assez clair sur le fait que voilà, un taux autour de 25% paraissait bien, parce qu'à la fois ça permet de rendre l'Assemblée gouvernable, mais d'avoir une représentation large et forte des points de vue minoritaires. Il faudra simplement qu'on ait une discussion les yeux dans les yeux avec les Français. Ils veulent moins de parlementaires. Ils ont raison, on est quand même un peu nombreux ici, et de temps en temps on le voit bien dans les séances de questions d'actualité, il y en a un certain nombre qui peuvent avoir du mal à trouver leur place. Et ils pensent que ça fait des économies, même si ça en fait assez peu, mais bon, sur le principe, nous devons baisser le nombre de parlementaires, on est d'accord. Mais en même temps, ils veulent de la proximité. Et ils veulent pouvoir, même si ce n'est pas tous les jours, savoir qui est leur député et savoir comment l'interpeller. Si on monte le niveau de la proportionnelle, je pense qu'il faudra baisser un peu moins que prévu le nombre de parlementaires
et qu'il faudra l'expliquer franchement aux Français. En disant, voilà, on a gardé l'objectif, mais on ne peut pas sortir du grand débat dans l'état dans lequel on y était rentré, et donc on va vous proposer un nouvel équilibre. Vos partenaires de la majorité, je veux bien sûr parler de La République En Marche, envisagent toujours de renouveler les principaux postes dans la majorité, en tout cas détenus par La République En Marche, ici à l'Assemblée nationale. Alors ça vaut pour les présidences de commission, puis tous les postes qui sont en dessous, on va dire. Donc tous les postes à responsabilité, au bout de 2 ans et demi, s'y étaient engagés. Et Gilles Legendre a confirmé que la règle valait toujours au sein de La République En Marche et que donc ces postes vont être remis en cause dans le groupe La République En Marche. Le MoDem détient aujourd'hui essentiellement, pas seulement, bien sûr, la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Vous allez vous aussi au MoDem vous impliquer et vous imposer en quelque sorte ces mêmes règles d'hygiène? C'est comme ça que les a dépeintes Gilles Legendre? En fait, on n'avait pas mis en place la même règle, donc on va appliquer la règle qu'on n'avait pas mise en place. Donc on a un vice-président à l'Assemblée, on a une secrétaire à l'Assemblée, on a une présidente de commission des affaires étrangères, et on va laisser les choses en l'état, parce qu'il y a une véritable différence en fait entre les deux groupes. D'un côté, il y a un groupe qui fait plus de 300 députés, de l'autre, nous sommes un groupe à 46 députés, où je veille à ce que les responsabilités, les spécialités soient le mieux réparties possible en fonction des centres d'intérêt et des compétences des uns et des autres. Et il n'y a tout simplement chez nous pas le même besoin ressenti de répartir à nouveau les responsabilités. Donc on a pris une décision unanime en bureau de groupe la semaine dernière, c'est de ne pas procéder à ce renouvellement intermédiaire, et c'est aussi d'ailleurs de ne pas donner d'avis ou de ne pas participer au renouvellement des autres, parce que c'est vraiment quelque chose qui regarde La République En Marche. Et vous nous confirmez que La République En Marche, j'imagine que vous avez eu des discussions sur le sujet, vous confirme que vous aurez toujours la présidence de la Commission des Affaires étrangères? Ah oui, et toujours une vice-présidence et toujours un secrétariat de l'Assemblée, mais ça c'est la règle proportionnelle qui s'applique. Oui, mais ça ne sera pas la première fois qu'on est très heureux de trouver la proportionnelle. Vous souhaitez garder la Commission des Affaires étrangères? Oui, c'est bien. Puis je crois que Marielle de Sarnez, en plus, réalise un travail aux côtés de Jean-Yves Le Drian qui est apprécié, et je crois qu'au sein de cette commission, les parlementaires sont très satisfaits du travail approfondi qui est fait. Ce n'est pas forcément le plus visible dans l'opinion publique, mais la présidence de la Commission des Affaires étrangères, et vous savez, toutes les personnes prestigieuses qui s'y sont succédées, c'est aussi une façon d'exercer un soft power, une diplomatie internationale qui doit bien représenter l'image et les intérêts de notre pays. Oui, toujours à propos des mesures qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes, apparemment le pro-européen qui est le président de la République est un peu moins convaincu maintenant de la valeur de la règle des 3% de déficit budgétaire. On a l'impression qu'on laisse un peu courir le déficit, il n'est plus trop question de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Or, en fait, j'ai souvenir d'un François Bayrou, président du MoDem, qui estimait que la rigueur budgétaire était quelque chose d'essentiel. Et donc, où en êtes-vous sur ce sujet-là Dans l'orientation d'équilibre des finances publiques, elle reste bien le même. Il ne faut pas qu'on puisse dire que voilà, on veut laisser filer les déficits, ce n'est pas du tout l'objectif. Même avec les efforts budgétaires très importants pour redistribuer plus tôt que prévu les fruits de la croissance, c'était la décision du président de la République, et je crois que c'est heureux de l'avoir fait ainsi, on est à 2,7. Il faut continuer à réformer l'État, mais il ne faut pas le faire de façon brutale. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que c'est en réformant l'État, service par service, administration centrale par administration centrale, en réfléchissant aux missions de service public qui doivent être les nôtres, qu'on pourra ensuite décider comment on peut modifier l'organisation des administrations. Donc, il n'y a pas de dogme d'un pourcentage de fonctionnaires qu'il faudrait supprimer. Ça n'a jamais été l'objectif et il ne faut surtout pas que ça le devienne. Puis il y a un deuxième élément aussi qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que vous avez deux façons
de réduire les déficits publics. Soit vous baissez drastiquement la dépense, c'était un des projets qui avait été porté par François Fillon, par exemple, quand il était candidat à l'élection présidentielle. Puis il y a une deuxième manière de le faire aussi, c'est d'augmenter le PIB. Si ce pays produit plus, s'il se réindustrialise, s'il continue de créer des emplois, vous aurez des rentrées fiscales vous permettant mathématiquement de baisser le déficit public. En gros, il vaut mieux augmenter le dénominateur que s'acharner à vouloir baisser le numérateur. Vous excluez effectivement la troisième méthode qui est d'augmenter les impôts. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je considère effectivement avec un certain nombre de gilets jaunes qu'on en paye trop dans ce pays, mais je l'ai écrit il y a 9 mois avant la crise des gilets jaunes. J'avais fait une tribune dans le Figaro, je m'étais un peu fait engueuler d'ailleurs par un certain nombre de mes collègues, depuis ils ne m'engueulent plus. Alors, sur votre gauche, on prendra une autre question juste après, et puis on arrivera à la fin de ce rendez-vous, mais il y aura un pot de l'amitié auquel vous avez accepté de participer, c'est très gentil à vous. Oui, bonjour, Louis Guarino, indépendant et notamment pour le site TRM24. Je voulais juste rebondir sur la notion de réindustrialisation de la France dont vous veniez de parler. On a appris hier que le repreneur d'Ascoval, British Steel, était en quasi-cessation de paiement. Je voulais juste avoir votre réaction sur ce dossier. Merci. D'abord, c'est une vraie réussite du gouvernement français. Je le dis sans langue de bois, mais sans embâge, d'avoir trouvé British Steel. British Steel subit la folle décision de l'Angleterre de sortir de l'Europe, puisqu'avant même que le Brexit ne soit prononcé, aujourd'hui, c'est une cessation de paiement qui a été anticipée, parce que comme vous l'avez vu, c'est dans le cadre de la publication de chiffres trimestriels. Et donc, si la chute annoncée de l'import-export se poursuivait ou s'avérait tel que les pronostics existent aujourd'hui, effectivement, il pourrait être en difficulté. Tel n'est pas le cas, et le ministère de l'économie travaille actuellement à sécuriser les choses. Mais je voudrais vous demander quelque chose, puisque c'est l'association de la presse parlementaire. Vous avez, en tant que journaliste, nous avons, en tant que politique, l'obligation de ne pas parler d'industrie dans ce pays que quand une usine ferme et qu'il faut la faire reprendre. Nous avons l'obligation, parce qu'on l'a trop peu fait depuis 30 ans, de valoriser comment on crée de l'emploi industriel. Je sais bien que c'est difficile de parler des trains qui arrivent à l'heure, mais on a dans les biotechnologies, dans la robotique, dans les machines-outils du XXIe siècle, des talents extraordinaires dans ce pays, sur la santé, sur la chimie. Il faut qu'on invente les Airbus et les TGV de demain. Si demain il y a un monde digital et un monde numérique pour mettre en relation des consommateurs et des producteurs, il faut bien qu'il y ait des producteurs. Et il y a un niveau d'éducation dans ce pays, que ce soit chez les cadres, que ce soit chez les employés, qui peut nous permettre de prendre les bons virages des révolutions industrielles à venir. Si on a une responsabilité, c'est celle-là. Ce n'est pas la plus visible, c'est peut-être pas celle qui rapportera le plus sur le plan électoral, je le sais bien. Mais tout ce qu'on sème aujourd'hui pour que ça puisse éclore dans la décennie qui vient, c'est une responsabilité absolument immense pour le pays. Donc il faut sauver les industries qui sont en danger, c'est le rôle du ministère de l'économie, mais il y a aussi au ministère de l'économie toute une section dédiée au réarmement industriel, et il faut qu'on soit tous ensemble pour soutenir cette démarche. Alors les deux dernières questions, on commence par Hervé Favre, toujours bien sûr pour la Voix du Nord. Je ne parlerai pas d'Ascoval, mais puisque mon confrère a posé la question, mais sur la politique à l'égard des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas eu un tournant quand même avec cette décision de faire financer les baisses d'impôts par la réduction ou la suppression de niches fiscales pour les entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un changement important, et est-ce que le MoDem est en ligne avec cette position? Alors, comme vous le savez, les décisions sur le financement ne sont pas prises. D'abord parce qu'on ne connaît pas le niveau de la croissance. Il faut déjà savoir ce que sont les ressources du pays pour savoir comment on financera demain la réduction de la fiscalité, les transferts sociaux qui ont été proposés par le gouvernement. Je crois qu'on a l'obligation, si on veut être responsable, de faire une différence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Il y a un traitement fiscal très différent selon qu'on est une grande entreprise du CAC 40
ou qu'on est une petite PME rhône-alpine. Et nous avons porté au sein du mouvement démocrate une proposition qui était très concrète lors du dernier budget. C'était de créer un taux d'impôt société plancher, en dessous duquel les entreprises ne peuvent pas descendre. Parce que à grandes entreprises, petits impôts, parce qu'on a des capacités internes pour faire de la défiscalisation, pour faire un peu plus de crédit impôt recherche, parce qu'on peut trouver via la consolidation des comptes de quoi baisser son impôt. Et puis à petites entreprises, grands impôts, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc si on veut lutter à nouveau contre la loi du plus grand et la loi du plus fort, je pense qu'une bonne façon de financer le budget de l'État, ce serait de considérer que même quand on est une grande entreprise, on a une obligation de solidarité et qu'on ne doit pas payer moins d'impôts en pourcentage que ce que paye une PME. Et là, ce n'est pas une grande atteinte à l'intégrité de notre stratégie économique. Dernière question. Oui, en fait, c'est une question de conclusion, parce que moi, je voulais vous demander si, d'après vous, le gouvernement et Emmanuel Macron ont tiré les conclusions de la crise des Gilets jaunes et qu'ils sont maintenant davantage à l'écoute du pays. Je ne sais pas si la crise des Gilets jaunes était une crise d'écoute ou une crise de visibilité, au fond. Il y avait un pays caché, il y avait un pays oublié. C'est un pays qui s'est signalé. Et effectivement, on ne peut pas vivre de la même façon. Quelle conclusion on en a tiré? Ce n'est pas à moi de juger pour répondre à votre question, ce que peut faire le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement. Mais en tout cas, ce que moi je sais de ce qu'on a tiré comme conclusion au Parlement, c'est qu'il fallait qu'on continue à agir beaucoup, mais à partager plus avec nos concitoyens, pas à expliquer plus, parce qu'ils comprennent. Ce n'est pas une question de pédagogie, à partager plus avec eux. On doit plus appliquer. C'est-à-dire que quand on vote des lois, les gens doivent sentir une vraie évolution dans leur quotidien. Et puis il faut qu'on se réinvente pour dire que quand on fait quelque chose, faut que ça ait un objectif. La prochaine loi sur les transports, il y a un grand nombre de mesures techniques, parce qu'il y en a besoin, parce que comme ça fait 20 ans que ce pays ne bouge pas assez, effectivement, il faut faire des grandes réformes de ce type-là, mais il faut dire à quoi ça sert. Nous devons répondre aux besoins de transport de tous les Français, qu'ils soient au centre de Paris ou qu'ils soient au sommet de la montagne savoyarde. Il faut aussi redonner sens à la politique. On n'est pas que des techniciens, on n'est pas que le reflet de ce qui est proposé par les administrations centrales ou qui peut être réclamé par les acteurs de terrain. On est d'abord des femmes et des hommes politiques qui doivent expliquer où on a envie d'emmener les Français, parce que sinon ils ne viendront pas avec nous. Merci beaucoup Patrick Mignola d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous dis tout simplement une prochaine fois, devant l'AJP. Avec nous aussi, ça sera avec